Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Le Nettoyeur, une aventure de John Milton, de Mark Dawson, lu par Stéphane Cornicard. Prologue. La route à travers la forêt était paisible. Le doux silence, sublimé par le gazouillis d'un ruisseau de montagne et le pépiment des oiseaux, haut dans la canopée. La route forestière de la Combe d'Ire était truffée de nids de poules, et son étroitesse ne la rendait souvent praticable que par une seule voiture à la fois. De chaque côté, des forêts de pins à feuilles persistantes, resserrées par groupes, déployaient une obscurité humide sur la route, dissipée par la chaude lumière du soleil partout où les arbres avaient été abattus. Les pentes embrumées du massif de la montagne de Charbon s'étendaient par-delà la limite des arbres, des arêtes de rochers et de pierres jaillissant parmi la végétation. La route suivait un itinéraire prudent, à flanc de montagne, ponctué de brusques virages à gauche et à droite, et quelquefois elle revenait en arrière pour dessiner la voie la plus sûre vers le sommet. La route traversait et retraversait le ruisseau, et le pont en dos d'âne était construit en briques rouges anciennes, maintenues ensemble autant par le lichen humide qui s'y cramponnait que par son mastic en décomposition. Le pont se trouvait à côté d'une petite enceinte, marquée d'un panneau « Parking », bien que ce fût là exagérer quelque peu la réalité. Ce n'était guère plus qu'une aire de stationnement découpée à flanc de coteaux, une clairière à peine assez grande pour contenir 4 véhicules côte à côte. Le lieu était silencieux et isolé, excluant le monde extérieur, un peu comme si on avait refermé une porte. Milton gara sa Renault tout contre le replat de la montagne. C'était une voiture de location quelconque qu'il avait choisie pour sa banalité. Il recula sur l'air, laissant le moteur tourner. Puis, il sortit, gagna le coffre du véhicule, le déverrouilla, l'ouvrit et baissa les yeux sur le paquet niché dans le petit espace de rangement. Il déplia les bords de la couverture, révélant l'arme à feu qu'il avait déposée dans la cachette la nuit précédente. C'était un fusil d'assaut HK-53, avec silencieux intégré. L'arme que le Special Air Service, l'unité de force spéciale de l'armée britannique, utilisait quand la discrétion était aussi importante que l'élimination. Milton la sortit du coffre et enfonça un chargeur 25 coups dans la culasse. Il ouvrit la crosse repliable et visa un point en contrebas, vers le milieu de la route. Rassuré quant au fonctionnement de l'arme, il avança vers le pont et la déposa dans les broussailles, hors de vue. Milton avait déjà exploré la zone, et il la connaissait bien. Vers le nord, la route conduisait à Saint-Joriot, une station touristique de taille moyenne qui se situait le long du lac d'Annecy. La descente vers le sud menait au petit village de Chevaline. Celui-ci vivait grâce aux exploitations agricoles, mais également de la location de fermes et de chalets pittoresques aux amoureux de cyclisme et de randonnée. Ces 3 derniers jours, Milton avait séjourné dans un chalet de ce genre. Il avait passé son temps à repérer la région, partant tôt le matin à vélo et revenant tard le soir. Il s'était montré discret et, hormis ses virées au grand air, il était resté à l'intérieur. Milton entendit le bruit du moteur bien avant d'apercevoir la BMW. Il ramassa le fusil et se glissa derrière le tronc d'un chêne. Invisible depuis la route, il pouvait, lui, toujours observer celle-ci. Le break, couleur lit de vin, roulait en seconde, bataillant avec les courbes abruptes de la route. Il émergea brusquement d'un virage à droite et les phares illuminèrent sa trajectoire à travers l'obscurité. La voiture ralentit et tourna en direction de la Renault. Milton retint son souffle. Son pouls s'accéléra et il glissa son index dans le ponté du fusil. Le conducteur se rangea sur le côté et éteignit le moteur. Milton entendait la musique s'échapper de l'habitacle. La portière côté passager s'ouvrit et la musique, jusque-là assourdie, se précisa. De la pop française, sans intérêt ni portée. Le passager se plia en deux,
parla d'un ton sec vers l'intérieur de la voiture et la musique fut réduite au silence. Pendant un instant, tout ce que Milton perçut fut le crissement du gravier sous les chaussures de l'homme, la course folle de l'eau et le vent dans les feuilles. Il raffermit sa prise sur le fusil et se concentra sur sa respiration, afin qu'elle reste normale et régulière. La portière côté conducteur s'ouvrit, et une femme de couleur, plutôt grande, en sortit. Milton les reconnut tous les deux. Le passager était Yeya Al-Moussa, la conductrice, Samira Najib. Il sortit de derrière le chêne et braqua le HK-53. Du doigt, il fit passer le sélecteur sur automatique et tira une rafale. Les balles frappèrent Najib au ventre, lui perforant le foie et les poumons. Elle porta la main à sa poitrine et la confusion envahit son visage. Brusquement, elle pivota et tomba à la renverse contre l'aile du véhicule. Yeya poussa un cri aigu, bougea rapidement et plongea derrière la carrosserie. Avec souplesse, Milton fit 2 pas à droite afin de rouvrir un angle et déclencha une autre rafale. Le scientifique tenta de remonter en voiture. Sur son corps, les balles tatouèrent une ligne, partant de sa gorge jusqu'à son entrejambe. Pendant un moment, la fusillade résonna parmi les arbres. Des oiseaux effrayés jaillirent dans les airs à grands coups d'ailes, explosant comme des applaudissements. Ensuite, l'écho mourut et disparut totalement. Puis, un court instant après cette explosion de violence, tout redevint de nouveau silencieux. Le vent se remit à bruisser dans les arbres, l'eau a tinté sous le pont, le rossignol a appelé depuis les cimes. Milton se figea. Il perçut un bruit. Une autre voiture approchait. Se cacher aurait été vain. De toute façon, le tableau sanglant l'aurait trahi. La voiture émergea depuis l'orée de la forêt. C'était une Renault Mégane bleue, ornée de chevrons blancs et rouges sur le capot. Le policier à l'avant du véhicule devait avoir immédiatement repéré Milton. La Mégane s'arrêta net à 15 mètres de là. Milton éjecta le chargeur et, dans un claquement, le remplaça par un autre. L'officier de police ouvrit sa portière et mit un pied hors du véhicule, la main sur la crosse de son arme rangée dans son étui. « Arrête !» lança-t-il. Milton ne prit pas le temps de réfléchir. Sa réaction était inscrite dans ses gènes, une réponse tellement intégrée après des années de combat qu'elle était désormais devenue automatique, une pure expression de sa mémoire musculaire, sans conscience, soudaine et meurtrière. Avec le fusil, il balaya la scène tout autour de lui et pressa la détente pour décharger une rafale plus longue. La voiture fut mitraillée de balles. 5 ou 6 d'entre elles percutèrent le radiateur et le capot, et plusieurs autres le pare-brise. L'officier fut touché au visage et à la poitrine. Il chancela avant de tomber sur le dos. Un instant, il fut secoué d'affreux tressautements. Milton marcha dans sa direction, son arme tenue très bas, et lui logea une dernière balle dans la tête. Enfin, l'homme ne bougea plus. Le calme revint, ponctué du fracas des fragments de verre qui chutaient sur la route depuis le pare-brise fracturé. Milton franchit la voie en direction de la Renault. Il ouvrit le coffre, enveloppa le fusil dans sa couverture, puis il le rangea soigneusement sous la roue de secours, dans le faux plancher. Il enfila une paire de gants en latex et ramassa les douilles. Il y en avait 50 et elles étaient encore chaudes au toucher. Il les laissa tomber dans un sachet de mise sous scellé. Il s'accroupit près du corps de Najib et la fouilla rapidement, avec des gestes efficaces. Il trouva son smartphone et une clé USB, et les fourra dans un sac. Il fit le tour de la voiture et se baissa pour examiner Al-Moussa. La portière était ouverte. Milton leva les yeux pour regarder à l'intérieur et aperçut un petit visage, pâle, qui le fixait. L'homme ne se précipita pas. Inutile. Le visage appartenait à un garçon d'environ 5 ou 6 ans. Il avait la peau et les cheveux foncés et ses traits rappelaient ceux de ses parents. Il était recroquevillé dans l'espace au pied de la banquette. Une traînée de sang lui barrait le front
comme s'il était barbouillé de peinture. Ce n'était pas son sang, mais des éclaboussures. Le sang de son père. Milton tendit la main vers le Sig Sauer dans son holster d'épaule, ses doigts en effleurèrent la crosse. Le garçon soutint son regard. Son visage pâle tremblait de peur, mais il ne détourna pas les yeux. Il était courageux. Milton sentit une vague de nausée remonter dans sa gorge. Sa mémoire le projeta 20 ans en arrière, à un millier de kilomètres de là. Il revit un autre garçon, à peu près du même âge, le visage paisible, malgré l'obscénité de sa mort. Il éloigna sa main du cig et recula. Doucement, il tira le corps de l'homme sur la surface boueuse de l'aire de stationnement et retourna à la voiture. « Reste là, » dit-il au garçon. « Les secours arrivent. » Il referma la portière. Milton effaça méthodiquement les preuves de sa présence, puis monta dans la Renault, enclencha la première et s'éloigna. Il tourna vers le nord, vers les hauteurs, et roula vers le lac. Partie 1. Le nettoyeur. L'homme gisait sur le lit, les mains serrées comme des griffes sur son cœur. Ses dents grinçaient encore et encore. Il battait des paupières et parfois il gémissait, des mots étouffés qui n'auraient pas eu de sens si quelqu'un avait été là pour les entendre. La tension raidissait ses membres, la transpiration trempait son corps et les draps. Le rêve revenait plus fréquemment maintenant, parfois chaque nuit, toujours le même. Il était allongé à plat ventre dans la chaleur capitonnée des dunes. Le soleil se trouvait juste au-dessus de lui, un soleil de midi qui pilonnait le désert d'une chaleur brutale, faisant scintiller l'air et se balancer les montagnes lointaines, comme si elles transparaissaient à travers l'eau d'un aquarium. Le paysage était aride, de longues bandes de sable mort s'étiraient à perte de vue. L'unique végétation longeait les berges d'une lente rivière qui terminait sa traversée en se jetant dans le Tigre. Un ruban d'asphalte constituait l'unique route sur des kilomètres à la ronde, et les amas de sable s'y amoncelaient. Chapitre 1. Contrôle plissa les yeux à travers le pare-brise de la Jaguar XJS, tandis qu'il s'engageait sur la voie rapide déserte et accélérait pour dépasser un semi-remorque chargé d'une cargaison de bois. La veille au soir, le ciel s'était teinté d'un pourpre, tirant vers le rouge sang, et quand le soleil était revenu dans la matinée, il s'était levé dans un ciel bleu limpide, totalement dégagé. Il y avait de la chaleur et de la lumière dans ces rayons précoces, et Contrôle inclina le pare-soleil pour protéger ses yeux. La radio était réglée sur le programme Today de la BBC, et le présentateur météo prévoyait une chaleur torride toute la semaine. Le programme enchaîna avec les actualités de cette heure. Le sujet principal était le meurtre de 2 touristes et d'un policier dans les Alpes françaises, tous 3 tués par balle. On avait identifié les victimes, mais jusqu'ici, aucun motif n'avait été découvert. Cette tuerie était insensée, avait conclu un agent de police français. Ça, songea Contrôle, ce n'était pas vrai. C'était loin d'être insensé. L'opération résultait d'une préparation longue et minutieuse. 6 mois passés à cultiver les cibles et à gagner leur confiance. Puis des semaines à organiser la rencontre. L'objectif avait été atteint avec succès, mais pas proprement. 2 erreurs allaient nécessiter une gestion prudente. Des erreurs qui mettaient en doute les compétences de l'homme qui avait exécuté l'opération. Le fait qu'il s'agissait de numéro 1 était perturbant. C'était l'opération de contrôle. Il connaissait intimement les cibles. Yeya Al-Moussa était un chercheur en physique nucléaire. Samira Najib, une experte en technologie micro-ondes. Mariés, tous deux étaient, jusque récemment, au service de l'agence irakienne de l'énergie atomique. À la suite de la chute de Saddam Hussein, les Iraniens les avaient recrutés, et grâce à eux, le régime de Mahmoud Ahmadinejad avait progressé vers son objectif.
devenir une puissance nucléaire. Une décision avait été prise au sein du MI6. Le couple représentait un danger trop grand pour continuer à vivre. Cette décision avait été approuvée sans discussion au sein d'un autre cabinet anonyme de Whitehall. On avait marqué leur dossier de rouge et on les avait fait passer au groupe 15. C'était une mission importante et c'est pourquoi Control avait choisi numéro 1 pour l'exécuter. Au volant de sa Jaguar, Control prit la sortie Londres Centre pour quitter l'autoroute et réexamina sa stratégie. Les deux scientifiques s'étaient rendus en France sous le prétexte de vacances bien méritées. Cependant, la véritable raison, et la raison de leur détour par la campagne alpine, consistait à rencontrer un salarié de Césus, une filiale d'Areva, le leader international sur le marché du zirconium. Ce métal était utilisé, entre autres, pour fabriquer les gaines qui entouraient le combustible nucléaire. L'Iran avait besoin de zirconium pour ses réacteurs. Al-Moussa et Najib avaient été amenés à croire que leur contact pourrait leur en fournir à la hauteur de leurs besoins. Mais il n'y avait pas de salariés ni de zirconium. Pas de rencontre non plus, tout du moins pas le rendez-vous auquel ils s'étaient attendus. Control tapotait le volant tout en pénétrant dans Londres. Non, songea-t-il, la préparation était impeccable. Les problèmes provenaient de l'exécution de Milton. Le meurtre du gendarme fournirait un motif personnel à la police française pour identifier le tueur. On avait assassiné l'un des leurs. Il ferait preuve d'encore plus de ténacité et se montrerait moins enclin à abandonner l'enquête quand la piste refroidirait, comme Contrôle le prévoyait. Cela n'était pas bon, mais il y avait pire. Le gamin. Un enfant, rendu orphelin par le meurtrier, recroquevillé dans la voiture pendant qu'il observait le meurtre de ses parents. C'était de la dynamite, l'accroche à laquelle la presse allait cramponner tous ses reportages. L'histoire se répandrait, encore et encore. Contrôle ralentit et engagea la Jaguar dans un parking souterrain situé sous un petit bâtiment, blotti sur la rive nord de la Tamise. L'édifice, en briques et en béton, sans style ni grâce, datait des années 60. 5 étages, totalement impersonnel. La voiture tournait au ralenti tandis que la porte du garage se soulevait avec un grincement de fatigue métallique. L'écriteau peint sur la porte indiquait « Logistique internationale ». Il pénétra dans le parking, se gara près d'un ascenseur sécurisé et sortit de la voiture. L'ascenseur arriva. Il y pénétra et appuya sur le bouton du 3e étage. Lorsque l'ascenseur se figea, les portes s'ouvrirent dans un soupir et il déboucha dans un open space fourmillant d'activité. Des analystes fixaient des écrans en tapant sur des claviers, des imprimantes jacassaient et des téléphones sonnaient en permanence. Contrôle traversa le chaos ambiant et emprunta un couloir recouvert d'une épaisse moquette, qu'il longea un moment, puis il tourna à droite et la clameur derrière lui s'estompa, pour se muer en un doux bourdonnement. Plusieurs portes vertes capitonnées donnaient sur le couloir, et il alla droit vers celle du bout, la poussa et entra. David Tanner, son secrétaire personnel, leva les yeux de son ordinateur. « Bonjour, chef, » dit-il. Tanner était un ancien militaire, issu de l'infanterie, comme Contrôle et tous les autres agents qui travaillaient pour lui. Sa carrière avait été écourtée par un engin explosif artisanal, déposé sur la route à la sortie de Kaboul. L'explosion lui avait coûté sa jambe droite à partir du genou et l'affectation au SAS dont il rêvait. C'était un homme bon, sympathique, avec qui il était agréable de boire un verre, et il protégeait l'accès à son officier supérieur avec un farouche dévouement. « Bonjour, capitaine, » répondit Contrôle. « Comment se profile la matinée ?»« Vous avez un entretien avec la directrice à midi. Elle veut les dernières informations sur la situation en France. » »« Je n'en doute pas une seconde. »« Et numéro 1 ?»« Il vous attend, chef. » »« Très bien. » Il pénétra dans le bureau. C'était une vaste pièce qui offrait une vue dégagée sur le fleuve.
Un vase rempli de fleurs ornait une table centrale, et 2 fauteuils club confortables flanquaient une cheminée de part et d'autre. Pas de meubles de rangement, et rien qui eût l'air officiel. Milton se tenait devant la grande fenêtre, à l'autre bout de la pièce. Il fumait une cigarette et contemplait l'ondulation de la Tamise en contrebas. Contrôle s'arrêta à la porte pour l'examiner. Il portait un costume sombre, tout simple, assez bon marché, une chemise blanche et une cravate noire. «Bonjour, numéro un», lança Contrôle. «Bonjour, monsieur. Asseyez-vous». Il ne quitta pas Milton de son regard implacable quand il prit un siège. L'agent avait l'air un peu minable, un peu usé. Contrôle se souvint de son arrivée dans le service. Il portait des costumes de chez Savile Row, des chemises Turnbull and Asser, et était impeccable à tout moment. Milton ne semblait plus se soucier de son apparence. Contrôle ne se préoccupait pas de l'allure de ses agents, tant qu'ils faisaient bien leur travail, et Milton était le meilleur. C'était précisément pour cette raison que ce dernier incident était si perturbant. Soudain, on frappa à la porte. Tanner entra, portant un plateau avec une théière et 2 tasses en porcelaine anglaise. Il le posa sur l'enfilade, et après s'être assuré que Contrôle n'avait besoin de rien, il les laissa seuls. Contrôle se leva et servit le thé, sans cesser d'observer son agent. On ne candidatait pas pour un tel emploi. On était choisi. Et fidèle à son habitude, comme tous les agents qui travaillaient pour lui, Contrôle avait sélectionné Milton lui-même, puis avait supervisé l'année d'entraînement rigoureux qui avait arrondi ses angles et l'avait préparé à son nouveau rôle. Par moments, Milton avait douté de ses aptitudes vis-à-vis du poste, et Contrôle n'avait pas tant dissipé ses doutes qu'il l'avait réprimandé d'envisager une possible erreur de jugement de sa part. Il s'enorgueillissait d'être un excellent juge en matière de caractère, et il avait su que Milton ferait un parfait agent de terrain. L'avenir lui avait donné raison. Milton avait débuté sa carrière en tant que numéro 12, comme il était d'usage, et aujourd'hui, 8 ans plus tard, tous ses prédécesseurs étaient partis et il était numéro 1. Milton était tendu. Il agrippa la coudoir du fauteuil si fermement que les jointures de ses mains blanchirent. Il ne s'était pas rasé ce matin-là. Une barbe de 3 jours assombrissait ses mâchoires. «Le garçon?» dit-il. «Traumatisé, mais il va bien, de ce que nous en savons. Comme on s'y attendait. Les Français l'ont placé dans un foyer. Ils ne lui ont pas encore parlé, selon nous. Il vous a vu?» «Oui. Cela pourrait être gênant.» Milton ne lui prêta pas attention. «Vous saviez?» «Quoi?» «Qu'il serait là?» «Nous savions qu'il était en France. Nous ne pensions pas qu'il l'emmènerait au rendez-vous.» «Et vous n'avez pas jugé bon de me dire que c'était possible?» «Souvenez-vous à qui vous parlez», répliqua Contrôle avec colère. «Est-ce que cela aurait fait une différence?» Le regard froid de Milton le consuma. «Inutile de prétendre le contraire, le garçon est un problème. Le foutu policier aussi. Cela se serait déroulé proprement sans eux, mais maintenant, eh bien, ce sont des détails à régler. Ils compliquent la situation. Vous feriez mieux de me raconter ce qui s'est passé.» «Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai suivi le plan à la lettre. L'arme se trouvait là où elle était censée être. Je suis arrivé avant les cibles. Elles étaient là à l'heure. Je les ai éliminées toutes les 2. Alors que je mettais de l'ordre, le gendarme est arrivé. Alors je l'ai abattu. Les règles du contrat étaient claires. En effet, monsieur, pas de témoin. Je ne crois pas avoir eu le choix. Certes, je ne remets pas cela en question.» «Mais vous remettez quelque chose en question?» interrogea Milton. De nouveau, son ton se voulait sec. Contrôle ne releva pas. «Vous l'avez dit vous-même, pas de témoin.» «Le gamin, pourquoi je ne l'ai pas tué?» «C'est peut-être abject, mais vous savez que nous sommes clairs sur la conduite à tenir en opération.» Contrôle était tendu. La conversation n'évoluait pas comme il l'avait prévu, et il n'avait pas l'intention de se laisser surprendre. Une pâleur s'était installée au coin des lèvres de Milton. Ses yeux bleus le fixaient toujours,
perdu dans le vague, sans le voir. J'ai vu beaucoup de cadavres depuis que je travaille pour vous, monsieur. Contrôle répondit avec autant de patience qu'il le put. Bien sûr que oui, Milton, vous êtes un tueur à gages. C'est inévitable. Il ne l'avait peut-être même pas entendu. Je ne peux pas continuer à me leurrer. Nous décidons de qui vit et qui meurt, mais ce n'est pas noir ou blanc quand on est dans l'action. Comme vous le dites, les règles du contrat étaient claires, j'aurais dû l'abattre. Il y a 8 ans, quand j'ai signé pour ça, dit-il, son ton impliquant un léger mépris, je l'aurais probablement éliminé, en bon soldat. Mais vous ne l'avez pas fait. Je ne pouvais pas. Pourquoi me racontez-vous ça? 8 ans, c'est long pour ce genre de travail, monsieur. Peu de membres du groupe tiennent aussi longtemps. Et je n'ai pas été heureux dernièrement. Je ne pense pas avoir jamais été heureux. Je ne m'attends pas à ce que vous soyez heureux. Agité, Milton poursuivit. J'ai du sang sur les mains. Je me répétais les mêmes choses pour le justifier, mais elles ne marchent plus. Ce policier ne méritait pas de mourir. Le garçon ne méritait pas de perdre ses parents. Nous avons fait une veuve et un orphelin à cause d'un mensonge. Et je ne ferai pas ça plus longtemps, monsieur. C'est terminé pour moi. Contrôle s'exprima avec précaution. Vous tentez de démissionner. Appelez ça comme vous voulez, ma décision est prise. Contrôle se leva. Il avait besoin d'un instant pour apaiser sa mauvaise humeur. Milton frôlait dangereusement l'insubordination, et plutôt que de se déchaîner contre lui, il avança jusqu'au manteau de la cheminée et arrangea la photographie de sa famille. Contrôle prit la parole sur un ton posé. Quel est le but du groupe, Milton? L'élimination. Les boulots trop salissants pour les services de sécurité intérieure de Sa Majesté. Tout à fait, monsieur. Et votre travail? Nettoyeur. Ce qui signifie? De temps à autre, le gouvernement de Sa Majesté a besoin de supprimer des gens dont l'existence met en péril le fonctionnement efficace de l'ordre public. Le gouvernement a besoin de professionnels qualifiés et prêts à travailler sur une base non vérifiable pour traiter ces problèmes. Des nettoyeurs. Contrôle sourit sans humour. C'était la description qu'il lui avait donnée quand il avait recruté Milton, il y a bien des années. Tous ces euphémismes volontairement neutres, tous destinés à atténuer la portée de ce travail. Il faut un genre d'homme spécial pour accomplir ce type de tâche. Vous êtes si peu nombreux. Et malheureusement, difficilement remplaçable. Il s'interrompit. Savez-vous combien de personnes vous avez éliminées pour moi? Milton répondit sans même réfléchir. 136. Vous êtes mon meilleur nettoyeur. Autrefois, peut-être, mais plus maintenant. Je ne peux plus faire semblant. Je ne peux pas me taire par professionnalisme. Je me mens à moi-même. Nous devons affronter les faits, monsieur. Nommez ça comme vous voulez, neutralisation, élimination, ce sont des euphémismes pour désigner ce que je fais vraiment. Je suis payé pour assassiner des gens. Contrôle ne s'était pas bien fait comprendre. Assassiner? S'exclama-t-il. De quoi parlez-vous, mon vieux? Ne soyez pas si sensible. Vous voulez faire de la morale? Vous savez ce qui se passerait si les Iraniens obtenaient la bombe? Il y aurait une guerre, une vraie guerre, qui ferait ressembler l'Irak à une putain de promenade de santé. Des milliers de gens mourraient, des centaines de milliers. Éliminer ces deux-là a rendu cette perspective un tout petit peu moins probable. Et ils en connaissaient les risques. Vous pouvez appeler ça un assassinat, si vous le voulez. Mais ce n'étaient pas des innocents. C'étaient des combattants. Et le policier, le gamin? Malheureux, mais nécessaire. Des dommages collatéraux. Contrôle sentit que Milton le provoquait. Il inspira et répondit par un « En effet », empli de tension. Milton croisa les bras. « Je suis désolé, monsieur. J'en ai fini avec tout ça. C'est terminé pour moi. » Contrôle marcha jusqu'à Milton, s'approcha de lui, remarqua la tension dans ses épaules
et ses poings serrés. Personne n'en a jamais vraiment terminé avec ça. Vous ne pouvez pas démissionner. Vous ne pouvez pas vous retirer de la circulation. Vous êtes un assassin, comme vous le dites vous-même. Vous ne savez faire que ça. Après tout, qu'est-ce que les types comme vous peuvent faire ensuite? Vos talents sont très spécifiques. Que pourriez-vous faire d'autre? Travailler avec des enfants? Dans un bureau? Non. Vous êtes un ouvrier non qualifié, mon vieux. Voilà ce que vous êtes. Alors trouvez-vous un autre ouvrier. Contrarié, Contrôle tapa du poing sur le manteau de la cheminée. Vous travaillerez pour moi tant que je le voudrai, bordel, ou je vous ferai abattre. Milton se leva pour lui faire face. Sa stature était imposante, son regard de glace. Il avait recouvré sa vivacité et sa concentration glaçante. C'était le regard d'un tueur, et il le fixa, d'un air impitoyable. « Je pense que nous avons terminé, monsieur, n'est-ce pas? Nous n'allons pas tomber d'accord. » Vous n'avez rien à ajouter? Non. Contrôle se retrancha derrière son bureau et s'assit. Vous commettez une terrible erreur. Vous êtes suspendu, sans rémunération. Je réexaminerai votre dossier, mais il y aura un conseil de discipline. Prenez le temps de réfléchir à votre situation. Il n'est pas trop tard pour réparer les dommages que cette prise de position stupide vous a causés. Très bien, monsieur. Milton arrangea sa cravate. Vous êtes relevé de vos fonctions. Bonne journée, monsieur. Chapitre 2. Milton trouva un bar. Sa chambre d'hôtel anonyme et vide ne l'attirait pas, et il était à peine midi. La confrontation avec Contrôle l'avait perturbé. Ses mains tremblaient de colère et de peur. Une vaste fenêtre panoramique offrait une belle vue sur le fleuve. Il dénicha une table qui donnait sur l'étang du dos, les bâtiments de la rive opposée, un bateau de plaisance, des péniches qui remuaient sur l'écume et au-dessus un soleil éclatant dans un ciel parfaitement dégagé. Il avait envie d'un grand whisky, d'alcool et d'une légère ivresse. Il savait que la manière d'arrêter de penser à tout se trouvait au fond de son verre, mais il parvint à résister. Soulagement à court terme avec des conséquences à long terme. Il se concentra sur le numéro qu'il gardait en tête, 691, et commanda un jus d'orange. Il s'assit pour broyer du noir, fit tourner le verre entre ses doigts et contempla les bateaux. Il y avait une télévision au-dessus du bar. Le son était baissé. Des sous-titres défilaient au bas de l'écran. La chaîne diffusait des actualités en continu, et l'interview d'un ministre sur la pelouse devant le Parlement fut abruptement remplacée par un paysage boisé de montagnes vu d'un hélicoptère. Une légende surgit et indiqua que le lieu se trouvait près du lac d'Annecy, en France. La caméra fit un mouvement brusque et zooma jusqu'à ce qu'une BMW occupe tout l'écran. Elle était garée dans une petite clairière. La caméra effectua un zoom arrière et révéla une seconde voiture, bleue, ornée de chevrons blancs et rouges. Des traces de sang étaient visibles sur le sol boueux. Les légendes au bas de l'écran disaient « massacre » et « honte ». Le barman secoua la tête. « Vous avez vu ça ?» Milton grogna. « Vous savez qu'ils ont trouvé un gamin dans la voiture ?» Milton ne répondit rien. « Je sais pas comment on peut faire ça. Assassiner une famille en vacances. Comment peut-on être aussi dépourvu de pitié? Si vous voulez mon avis, ce petit garçon a eu de la chance. Si le meurtrier l'avait trouvé, j'imagine qu'il l'aurait abattu lui aussi. » Les reportages passèrent à une autre histoire, mais cela ne changea rien pour Milton. Il termina son jus et se leva. Il fallait qu'il parte. Chapitre 3. Milton sombra dans une sorte d'hébétude. Il oublia même qu'il s'était rendu au bureau en voiture. Il erra machinalement jusqu'au métro. Le quai était bondé. Un groupe de jeunes voyageurs étrangers n'avait rien trouvé de mieux que de se rassembler près de la pente qui rejoignait la surface.
Ils bloquaient le passage avec leurs bagages tout en bavardant avec excitation. Les stickers sur leurs sacs indiquaient leur précédente destination. Milton se fraya un chemin parmi eux pour atteindre l'extrémité plus calme, moins fréquentée du quai. Là, une usagère solitaire se tenait juste au bord. C'était une femme noire, la petite trentaine, qui portait l'uniforme d'une chaîne de fast-food proche de la station. Elle paraissait fatiguée. Milton vit qu'elle pleurait. Sa lèvre inférieure frémissait, et des larmes roulaient le long de ses joues. Milton n'était pas doué pour la compassion, et s'il avait dû la réconforter, il n'aurait pas su par quoi commencer. Il n'éprouvait aucun intérêt pour cela. Pas aujourd'hui. Il avait trop de choses en tête. Il poursuivit son chemin. Il se sentit affreusement mal. Son humeur empirait. La tête lui tournait. Il s'affala sur un banc inoccupé. Il se mit à transpirer, d'abord des mains, puis dans le dos. Des perles salées roulaient depuis son cuir chevelu jusqu'à ses yeux et sa bouche. Il se souvint du plan filmé par l'hélicoptère de la télévision. 3 piquets au sol marquaient l'emplacement des cadavres. Il savait qu'il ferait mieux d'arrêter, de penser à autre chose, mais il n'y arrivait pas. Bientôt, il se souvint du cauchemar, des flashs datant d'il y a bien longtemps. Le village rasé, les éclaboussures de sang sur le sol désertique, le corps du garçon, l'odeur poivrée des explosifs et de la mort écœurante. Il dériva, déroula toutes les choses qu'il avait faites et vues en étant au service de la reine et du pays. Des pièces miteuses et des rues sombres, 136 victimes étendues, autant de preuves des actes terribles qu'il avait commis. Une balle en pleine tête tirée par un fusil de précision, un couteau dans le cœur, un garrot serré très fort autour de la gorge jusqu'à ce que la respiration passe de la toux sèche à des sifflements, puis le silence. Un corps pris de convulsions désespérées qui retombe, inanimé. 136 hommes et femmes lui faisaient face, l'accusaient, leur sang sur ses mains. Un cri fort le fit se retourner d'un coup. Les étudiants baissaient la tête et fixaient le quai dans sa direction. Il s'imprégna de toute la scène, des détails. Est-ce qu'ils pointaient leurs doigts vers lui? Non, ils montraient quelque chose loin de lui. La femme n'était plus là. Un autre cri et un étudiant désigna la voie. Milton se remit sur ses pieds et la vit, allongée sur les rails. Une vision incongrue. Au départ, il crut qu'elle avait essayé de ramasser quelque chose, puis il comprit qu'elle s'était allongée dans un but précis. Il fit volte-face. Le panneau lumineux indiquait que le prochain train était en approche. Milton l'entendit, un faible ronflement. Les rames s'engageaient dans le dernier virage du tunnel. Il n'avait pas le temps de la réflexion. Il y avait un bouton d'arrêt d'urgence sur le mur à environ 15 mètres, mais il savait qu'il ne pourrait pas l'atteindre à temps, et même si c'était le cas, il doutait que le métro fût à même de s'arrêter. Il sauta du quai sur les traverses et enjamba le rail sous tension. Le métro approchait. Un souffle d'air chaud se déversa depuis l'entrée du tunnel. Milton s'agenouilla près de la femme. « Non, dit-elle, laissez-moi tranquille. » Il glissa une main sous son dos et l'autre sous ses genoux. Elle était légère. Il la souleva sans peine. Le métro prit le dernier virage, ses phares brillant d'une lueur vive. Son klaxon résonna, strident et soudain. Milton évalua la situation à haut risque. Il enjamba de nouveau le rail sous tension et hissa la femme sur le quai. Les freins du métro furent tirés, les roues bloquées glissèrent sur le métal dans un cri affreux. Milton planta ses mains sur le rebord du quai et passa par-dessus avant de rouler loin du bord. Le moteur gronda au passage, le manquant de quelques centimètres. Il roula sur le dos, les yeux rivés sur l'arcade du plafond, au-dessus de lui. Il inspirait et expirait précipitamment. Le métro s'était arrêté en milieu de station. Le conducteur ouvrit la portière et courut sur le quai. « Vous allez bien, mon vieux ?»« Bien. » Jetez un œil sur elle. Il ferma les yeux et força sa respiration à reprendre un rythme régulier. Inspire et expire.
Inspire et expire. J'ai bien cru que vous étiez foutus, dit le conducteur. J'ai cru que j'allais vous percuter tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Milton ne répondit pas. Les étudiants étaient descendus sur le quai, et le conducteur reporta son attention sur eux. Ils rapportèrent ce qu'ils avaient vu dans un anglais écorché et avec un accent chantant. La femme s'était allongée sur les rails et Milton l'avait soulevée pour la mettre hors de danger. Vous êtes un putain de héros, mon pote, déclara le conducteur. Milton referma les yeux. Un héros? Il aurait ri si cela n'avait pas été si ridicule. Chapitre 4. Une ambulance arriva rapidement sur les lieux. Milton s'assit près de la femme sur le banc pendant que l'équipe du SAMU l'assistait. Elle avait pleuré à gros sanglots pendant 5 minutes, mais elle s'était arrêtée rapidement, et le temps que le SAMU arrive, elle était silencieuse et immobile, fixant en silence les grandes affiches vantant des vacances exotiques et des articles en duty-free, placardés sur les murs incurvés sur la voie d'en face. Un soignant avait sorti le portefeuille du sac de la femme. « Vous vous appelez Sharon ?» demanda-t-il. Elle ne répondit pas. « Allez, madame, il faut que vous nous parliez. » Elle garda le silence. « Nous allons devoir l'emmener, » déclara le soignant. « Elle est en état de choc, je pense. »« Je vous accompagne, » dit Milton. « Vous êtes un ami ?» S'il la quittait maintenant, il aurait l'impression de l'abandonner. Il avait commencé à l'aider et il voulait terminer le boulot. Il partirait une fois que sa famille serait là. « Oui, » dit-il. « Allez, ma belle, allons vous ausculter correctement. » Milton se souvint d'avoir garé sa voiture non loin. Il suivit l'ambulance jusqu'au Royal Free Hospital. Une fois là-bas, on poussa la femme sur un fauteuil roulant jusqu'à une chambre silencieuse, et on lui prépara une tasse de thé chaud bien sucré. « Il faut attendre le médecin, » lui dit-on. « Avalez ça vous fera du bien. »« Merci, » murmura-t-elle. Un soignant du SAMU se tourna vers Milton. « Vous êtes d'accord pour rester auprès d'elle? Il va venir, mais ça risque de prendre encore 20 bonnes minutes. »« Oui, » confirma Milton, « bien sûr. » Il prit la chaise près du lit et regarda la femme. Elle avait refermé les yeux, et au bout de quelques minutes, Milton comprit qu'elle s'était laissée glisser dans un sommeil superficiel. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à chaque respiration. Milton l'examina. Elle avait des cheveux noirs, longs jusqu'à la nuque. Étalés sur le linge de lit blanc de l'hôpital, ils encadraient un visage ovale. Elle avait de grands yeux, sous des sourcils finement dessinés, leurs coins légèrement relevés. Sa peau était d'un teint parfait nuance chocolat et ne révélait aucune trace de maquillage, mis à part un léger rouge à lèvres. Elle avait des bras minces et ses mains, entrelacées sous ses seins, étaient petites et délicates. Ses ongles étaient rongés, le vernis rouge écaillé. Elle ne portait aucune bague. L'uniforme du restaurant était d'un gris fonctionnel et le pantalon s'évasait à partir de sa taille mince. Milton la laissa se reposer. Chapitre 5. Elle s'éveilla plus tard dans l'après-midi. Au début, son joli visage conserva la sérénité offerte par le sommeil, mais cela ne dura pas longtemps. La confusion l'assombrit, puis un air de panique la remplaça brusquement. Elle lutta pour se redresser, balança ses pieds hors du lit et les posa par terre. « Tout va bien, » dit Milton. « Vous êtes à l'hôpital, vous avez dormi. »« Quelle heure est-il » ? 18 heures. « Bon sang, » lâcha-t-elle. « Je suis en retard, mon garçon, il faut que je rentre. » Elle jeta un regard circulaire, paniquée. « Où sommes-nous ?»« À l'hôpital. »« Non, » dit-elle, s'appuyant sur le lit pour se mettre debout. « Il faut que je rentre chez moi, mon garçon, il y sera. Il ne va pas savoir où je suis. Il n'aura pas pris son thé, personne ne va s'occuper de lui. »« Le médecin est passé. Il voulait vous parler. Il va revenir maintenant que vous êtes réveillé. »« Je ne peux pas rester ici, je vais bien. Je sais que ce que j'ai fait est stupide, et je ne vais pas recommencer, je ne veux pas mourir. Je ne peux pas, il a besoin de moi. » Elle le regarda droit dans les yeux.
Son expression réfléchissait le sérieux et la franchise. Ils ne peuvent pas me garder ici, n'est-ce pas? Je ne crois pas. Elle ramassa son sac sur la chaise et se dirigea vers la porte. Comment allez-vous rentrer chez vous? S'enquit Milton. Je ne sais pas. Où est-ce qu'on est? Au Royal Free. Je prendrai un train. Laissez-moi vous raccompagner. Rien ne vous oblige à faire ça. J'habite à Dalston. Ça doit vous faire un gros détour. Non, c'est bon. J'habite à 2 pas, à Islington. Il mentait. Ce n'est pas un souci. Le personnel médical fut embêté par le fait que la patiente demande à signer sa décharge, mais il ne pouvait rien contre. Elle n'était pas blessée, elle avait l'air d'avoir toutes ses facultés, et elle n'était pas seule. Milton répondit à leur inquiétude sur un ton d'autorité tranquille, auquel il était difficile de s'opposer. Elle signa les documents, remercia poliment le personnel et suivit Milton au dehors. Milton s'était garé près du bâtiment du National Car Parks. D'une main, il balaya les détritus qui jonchaient le siège passager, ouvrit la portière, attendit que sa passagère soit bien installée et démarra. Il coupa par les berges. Il l'observa brièvement du coin de l'œil. Elle contemplait fixement le fleuve par la fenêtre. Elle ne donnait pas l'impression d'avoir envie de discuter. Pas de problème. Il alluma le lecteur CD et parcourut les albums jusqu'à trouver celui qu'il voulait, une compilation de Bob Dylan. La voix nasillarde de Dylan remplit l'habitacle alors que Milton accélérait, laissant derrière lui les feux de signalisation. « Merci », dit brusquement Sharon. « Je vous suis très reconnaissante. »« Pas de problème. Mon garçon sera à la maison, il voudra du thé. »« Comment s'appelle-t-il ?»« Elijah. »« C'est un joli prénom. » Son père l'aimait bien. Il s'intéressait beaucoup à la Bible. « Quel âge a-t-il ?»« 15 ans. »« Et vous, vous avez des enfants ?»« Non, » répondit Milton. « Je suis seul. » Il déboîta et doubla un camion qui avançait lentement. Elle garda le silence un instant. « C'est à cause de lui, » dit-elle soudainement. « Elijah, ce matin, tout ça, ce que j'ai fait, c'est idiot, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Je le perds, j'ai l'impression. Je le perds et je ne sais pas quoi faire pour remédier à la situation. Je suis à bout. » Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne parut pas entendre. Je n'ai personne d'autre. Si je ne l'ai plus, il n'y a pas de raison de continuer. Pourquoi vous ne me racontez pas? Elle regarda par la fenêtre, se mordit la lèvre. Comment l'avez-vous perdu? Elle serra les mâchoires. Milton haussa les épaules et tendit la main vers la radio. Elle parla précipitamment. Il y a un gang dans la cité où nous habitons. Des jeunes, des gamins du coin. Ils font peur à tout le monde. Ils font ce qu'ils veulent. Ils causent des problèmes, volent des choses, dealent. Personne n'ose faire quoi que ce soit contre eux. Et la police? Elle lâcha un rire amer. Elle ne sert à rien ni à personne. Ils ne se déplacent même plus dans la cité, à moins d'être au moins 5 ou 6. Ça se calme un peu quand ils sont dans les parages, mais dès qu'ils repartent, c'est comme s'ils n'étaient jamais venus. Quel est le rapport avec Elijah? Il a intégré leur gang. C'est juste un petit garçon. Je dois veiller sur lui, mais il n'y a rien que je puisse faire. Ils l'ont éloigné de moi. Il traîne dehors tard le soir. Il ne m'écoute plus. Il ne fait pas ce que je lui dis. Je lui ai toujours laissé un peu de liberté. Je ne voulais pas être une mère qui trouve toujours à redire à son gamin, mais maintenant, je me dis que j'aurais dû me montrer plus stricte. La nuit dernière, ça a empiré. Je sais qu'il fait le mur tard le soir pour les retrouver. En général, il sort par la fenêtre de sa chambre, alors j'y ai posé un verrou. Il est venu dans la chambre de devant et je lui ai dit qu'il devait retourner se coucher. Il m'a jeté un regard et m'a dit que je ne pouvais plus lui dire quoi faire. Je lui ai rappelé que je suis sa mère et qu'il devra m'écouter tant qu'il vivra. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.